En juin 1978, à la sortie de mon armée, que moi je suis d'Ivrac, je chassais la palombe, j'avais la palombière à Ivrac, et j'ai un copain qui est d'ici là, qui est natif d'ici, qui m'a fait venir, qui m'a fait connaître la chasse à la tonne. Et bien depuis, voilà, j'ai pris le, le virus de cette satanée chasse. J'y suis né en 1955. Mon père s'occupait du marais, il était garde-marais. Il a pris ses fonctions en 1950. Voilà, alors moi j'étais le fils du garde-marais, qui fait 110 hectares. Il gérait le bétail, les tonnes à canard, tout ça. On connaît les fonctions d'un garde-marais. Et bon, moi je suis le 8e d'une fratrie de 13, donc 10 nés au Petit Marais. Je suis le fils de Raymond Bédichot, qui a été président des Amis des Marais pendant plus de 15 ans. Mon grand-père y a passé sa vie dans les marais, mon arrière-grand-père aussi. Et j'allais dire que toute ma jeunesse a tourné autour de la vie de ce marais. Mon lien, c'est la chasse que j'ai toujours aimée, la chasse à la tonne. Et ce qu'il y a, c'est le temps, le terrain, la liberté. Et voilà ce que je peux vous dire. Ce qu'il y a, c'est que le Petit Marais m'a apporté beaucoup de choses au niveau de la nature, de voir beaucoup d'oiseaux migrateurs. Ça fait partie de la chasse de la tonne. Voilà ce que je peux vous dire de tout ça, ce que j'ai apprécié pendant 45 ans. Un double lien, un lien à la fois patrimonial ou historique, où ma famille est implantée au château Péchaud, donc est un grand ensemble dont une partie des marais fait partie, et un lien affectif aussi, parce que je travaille maintenant à l'exploitation viticole depuis une dizaine d'années, et voilà, j'ai découvert ce lieu complètement unique et magique et dans le cadre de mon travail à la vigne. Alors étant chasseur de gibier d'eau, de canard, je cherchais un endroit, un petit marais pour chasser pas loin de Bordeaux. Et puis j'ai pris un compas autour de Bordeaux et j'ai tracé un rond et les marais de Montferrand sont arrivés. Et j'ai cherché un petit endroit, une tonne à vendre ou à céder dans cet endroit-là. Mon lien avec les marais, il passe d'abord et avant tout par le chemin de la vie, le quartier d'Ambarès dans lequel je suis né, où j'ai passé un très grand nombre d'années et qui est à quelques encablures des marais de Montferrand. J'ai toujours été sur le marais, depuis tout gamin avec mon père. Et puis bon, je lui donnais un coup de main à s'occuper des bêtes, tout ça, à faire le tour du marais, pour surveiller, pour voir s'il n'y avait pas une bête dans la jalle, tout ça. Puis ça a toujours été comme ça. Et puis plus j'ai vieilli, puis ça a changé après, et puis bon, je suis toujours resté là. Hein. Je suis un habitant ancien d'Ambarès, puisque j'appartiens à une famille qui s'est implantée sur la ville il y a plus de 100 ans. Je réside dans le quartier traditionnel de Bernaté, qui est un vieux quartier d'Ambarès, et je côtoyais le marais de loin. Quand je suis arrivé en enfance avec un collègue que je connaissais par l'école, il avait ses parents qui chassaient à la tonne, son père de moi avec des amis. Il m'a fait découvrir cette passion de chasse, quoi. Et puis bon, quand on est jeune, on essaye d'apprendre et compagnie, et les anciens nous apprenaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et le marais, c'est une passion qu'on avait. C'est pas à dire, quoi. Ça donne tellement de choses dans le corps d'une personne. Avec le bar qu'on avait, la plupart on faisait les permis de chasse, on faisait tout. Que maintenant on le fait, là maintenant on ne peut plus le faire. Autrement, c'est pour ça que tous les clients venaient, on se voyait comme ça, tout, on discutait. Grand-père, grand-père, mon arrière-grand-père, mes petits-fils. On a transmis le lien. Je viens là depuis tout petit et je suis resté là. Je compte rester longtemps. Là. C'est transmis, du coup il faut garder les souvenirs. Petit à petit, il y en a commencé à en avoir. Donc mon grand-père, après la guerre de 14, chassait à la tonne et allait à la tonne qu'on appelait la tonne du fond, celle qui est tout à fait au fond du marais, qui a été la sienne, celle de mon père jusqu'en 87 ou 8, 1900 bien sûr.
Et à son décès, mon père y est allé pendant quelques années. Et ensuite, moi, je n'ai pas eu cette chance vu que j'y suis allé jusqu'à l'âge de 22 ans. Après, j'ai eu un gros pépin de santé qui m'a interdit de marcher partout dans les marais et ailleurs. Lorsque mon père est décédé, les gens avaient voulu que je continue l'action qu'avait menée mon père jusqu'en 1992. Moi, j'avais choisi déjà une autre option, qui était l'automobile de collection. Et je n'ai pas pu devenir président. Je ne souhaitais pas. Donc derrière lui, derrière mon père, sont devenus présidents Pierre Cailleil, vous avez déjà entendu parler, Paul Moulon. Je suis resté pendant toute cette période de 92 jusqu'au décès de M. Moulon, je suis resté secrétaire adjoint de l'association des Amis des Marais. Donc avant de revenir travailler à Péchaud, donc mon père gérait l'exploitation, Jacques de Pontac, mais en ayant une autre activité par ailleurs, donc il pouvait vraiment se reposer sur différentes personnes qui travaillaient, la famille Bédichot notamment, qui travaillaient à Péchaud. Et donc moi, avant de venir ici, je suis ingénieur de formation et je travaillais en gestion de projet. Et j'ai eu une petite partie d'études de sol, donc il y a un petit lien également. Et j'avais déjà un goût pour le sol et les cultures, même si ce n'était pas du tout mon métier auparavant. Je ne m'attendais pas à autant de variété, donc entre l'organisation du travail, toute la partie chai, les vendanges, tout le travail à la vigne, la gestion, l'organisation du travail avec toutes les personnes qui travaillent en permanence et puis les saisonniers, les salons, les nouveautés, donc c'est passionnant, ça ne s'arrête jamais et c'est ce qui fait la beauté du métier aussi. Et le fait qu'on soit justement pas tout puissant et qu'on doit être à l'écoute de la nature, du temps, de la vitesse, qu'on ne soit pas tout puissant à côté de la nature et qu'on doit l'écouter et aller un peu à son rythme à chaque étape des travaux à la vigne. Donc, et ça c'était une grande nouveauté, moi qui étais citadine, ça c'était une découverte. J'ai appris à ralentir, à écouter, à observer d'un œil différent. Alors ma vie au Marais c'était ça quoi, l'école à Saint-Paul à pied, 3 km, hein. C'était ça, dans les années 60, 50, 60. Et puis voilà quoi. Mais ma jeunesse, qui a été quand même assez heureuse, puisque quand on a 7 frères et 5 sœurs, on arrive toujours à se faire des copains, quoi. Hein. Voilà. J'ai quitté la commune, moi j'avais 30 ans, hein, donc le Petit Marais, j'ai chassé, j'étais chasseur à la tonne à l'âge de 15 ans, 16 ans, il ne faut pas le dire, parce que 15 ans c'était interdit, mais on va dire 16 ans. Et puis voilà, quoi, les canards, la vie, les vaches, les chevaux, ça a été ma jeunesse, quoi, jusqu'à ce que je me marie à l'âge de 23 ans, quoi, que je quitte le Marais pour aller dans le bourg de Saint-Vincent-de-Paul. Je l'apercevais de loin quand l'on se dirigeait vers Ambès ou vers Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est plus tardivement qu'en rencontrant les membres de l'association, en rentrant au sein de l'association, j'ai pu découvrir le Marais, j'ai pu me l'approprier et y voir un véritable intérêt. J'ai également un lien depuis 2015 un peu plus prégnant puisque je suis président de la commission syndicale des Marais. Et donc c'est un retour un peu aux sources pour moi sur un territoire que j'ai découvert, sur lequel j'ai évolué quand j'étais jeune, même enfant. C'est un territoire sur lequel j'ai fait mes premiers pas de chasseur, parce que j'ai chassé sur le territoire des Marais quand j'étais jeune. Voilà, mon lien essentiel avec le Marais, c'est ça, c'est la proximité des marais, c'est le fait d'avoir eu la chance de connaître un grand nombre de personnages qui ont évolué sur le Marais. Le premier d'entre eux, c'est Raymond Brouvet, hein, voilà, le chantre des marais, on va dire, que j'ai côtoyé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà. Et puis un certain nombre de personnages, alors beaucoup de chasseurs à la tonne, des agriculteurs, voilà. Petit à petit, je me suis implanté à ce marais. J'ai découvert un endroit extraordinaire que je ne soupçonnais pas au départ. Et puis petit à petit, ma passion du gibier d'eau est devenue une passion aussi dévorante pour ce marais, que j'aime beaucoup, qui est un écrin naturel maintenant. Et petit à petit, une association existait, l'association des sauvagiers des marais de Montferrand, où je suis devenu adhérent. Et petit à petit, au bout de 16 ans, je suis devenu président de cette association.
j'ai adoré ça, la nature, les oiseaux, la migration comme elle se développait, parce que elle se développait mieux avant que maintenant, parce qu'avant il y avait la nature, le temps était compétable avec les vents, les temps, la pluie, tout ça. On avait les mois, c'était au moins octobre, c'était octobre, novembre, c'était novembre, et puis maintenant on n'a plus de saison, la migration ne se fait plus pareil, quoi. Et puis maintenant je suis encore dans ce petit marais, que j'ai des bons souvenirs avec des amis, pas tous, mais je pense que j'ai un âge que je ne sais pas quand c'est que j'arrêterai de venir dans ce petit marais parce que je l'aime trop. Il y a des gens que j'estime. Et puis bon, et puis après, l'avenir derrière, je ne sais pas si je ferai connaître cette chasse à... J'ai une fille, mais bon, je pense qu'elle n'est pas trop chasseuse. Elle n'est pas écologiste par contre, mais j'espère que on va arriver à garder ce petit marais avec des gens compétents qui le comprennent bien. Et puis après, on verra la suite, ce qui va se goupiller, quoi. C'est une partie d'un territoire de vie qui est une partie très particulière, puisque tout bêtement, c'est pas le mot, mais l'altitude du sol est inférieure au centre au niveau d'eau de Garonne et Dordogne, à Mariotte. Ce qui fait que historiquement, dans l'histoire humaine du pays, ça a toujours été un point crucial qui maintenant est beaucoup moins visible parce qu'on a fini par s'organiser en surveillant les rives, bien sûr, mais aussi en maîtrisant le centre du territoire avec tout le nécessaire pour la conduite des eaux et l'entretien et ceci et cela, quoi. C'est-à-dire que les anciens, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient rien contre les choses qui étaient impossibles et ils ont fait en sorte que on puisse faire, ils l'ont fait et on vit avec. Et ces marais, lorsqu'ils ont été donnés par Madame Jeanne de Lestonat, ont été donnés dans des surfaces très importantes. Alors, ça ont été créés très tôt après la donation, un comité qui s'appelait les dessécheurs. Alors le dessécheur, leur intérêt c'était d'assécher le marais pour y faire des cultures. Et moi, dans les actes que je vous apporte aussi le caractère d'inaliabilité des marais. Autrement dit, ils ont été donnés, mais ils ne peuvent pas être vendus. En aucun cas. Les filles de l'Estonat qui avaient donné les 2 marais aux 7 communes les plus pauvres du canton, il y a des gens qui se sont servis, qui sont devenus propriétaires sur des terrains qui avaient été donnés. Il n'y avait pas que les 2 marais, le petit et le grand. Il y avait des territoires autour qui en faisaient partie. Il faut préciser en premier lieu que la commission syndicale des marais de Montferrand a été créée par un arrêté présidentiel, la présidence de la République au mois de février 1872. Et ça permettait de fixer définitivement la propriété des marais, tout au moins de la partie collective des marais, qui perdure encore à ce jour. Autrement dit, les 100 hectares du petit marais et les 200 hectares du grand marais, et de mettre en place un mode de gestion. Donc la commission syndicale des marais de Montferrand a été créée à ce moment-là. Donc là, les 7 communes propriétaires de marais de Montferrand, à savoir sur la partie métropolitaine, Bassens, Carbon-Blanc, Ambarès, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Louis-de-Montferrand. Il y a également Sainte-Eulalie et Ivrac. Donc cette entité-là a été constituée en 1872 pour gérer le territoire des marais, c'est-à-dire c'est un bien indivis qui appartient à ces 7 communes. Alors, les Amis des Marais de Montferrand est une association qui a été créée au lendemain de la guerre, en 1946, impulsée par les habitants du quartier du Chemin de la Vie, et notamment grâce à la famille Beauvais. L'idée étant de soutenir la commission syndicale qui n'était pas en mesure d'entretenir le marais. Les habitants se sont donc appropriés cette mission
Et on crée donc l'association des Amis des Marais. L'association des Sauvages des Marais de Montferrand est une association qui a pour but de défendre le marais, de le préserver aussi, quoi, de le faire connaître à des écoles, à tout public, à des gens qui font des randonnées. On œuvre toute l'année dans ce marais, on n'est pas là que pour la période de chasse. Et cette association aussi travaille avec sous l'effigie du syndicat des marais de Montferrand, hein, où on est partenaire, ainsi que les Amis du Marais. Et on travaille main dans la main pour préserver ce lieu magnifique. La famille là, de Pontac gère le château Péchaud depuis à peu près 400 ans et donc a vu évoluer tout un tas de façons de travailler et deux périodes assez importantes, notamment une période pour moi très marquante de la vie ici à Ambarès et au château Péchaud. C'était la deuxième partie du 19e siècle où Péchaud était géré par mon ancêtre, l'amiral de Dompierre d'Ornois. Et là, dans les écrits qu'on peut avoir, c'était vraiment un grand ensemble qui allait des Marais jusqu'à la Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand, un ensemble de près de 300 hectares de polyculture en fait, à dominante viticole. Donc il y avait peut-être autour de 60-70 hectares de vignes. Il y avait travailler avec des chevaux qui pouvaient aller sur les pâturages des marais. Il y avait des moutons, des bœufs, des vergers. Voilà, c'était vraiment un grand ensemble. Donc on imagine ça grouillait de monde, qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient. Je sais qu'au chemin de la vie à Ambarès, à une époque, il y avait 7 tonneliers. Donc c'était pour montrer vraiment qu'il y avait une activité viticole, agricole très importante qui faisait vivre beaucoup de monde et dont les marais étaient partie prenante. En fait. C'est mon arrière-grand-père qui, en 1895, il était tonnelier et maréchal ferrant au chemin de la vie. Et c'est lui qui avait conçu et réalisé la première tonne à canard, qui était, suivant les techniques de l'époque, de la tôle assemblée avec des rivets. Ça n'a rien à voir effectivement avec les volumes qu'on peut avoir maintenant. C'était vraiment fait pour chasser pour 1 ou 2 chasseurs dans des conditions vraiment très spartiates. Donc voilà, c'était une espèce de tonneau qui était posé dans le marais. Et donc voilà, ça date de 1895. J'avais 7 ans quand j'ai vu l'eau de la ville arriver, moi. J'ai vu les pelles creuser, on se demandait ce que c'était, car on avait un puits. Et comme l'eau n'était pas potable à ce puits, ma sœur aînée qui avait 12 ans nous lavait la figure pour aller à l'école le matin. On était 5-6 à l'école, hein, puisque en 16 ans, ma mère ayant eu 13 enfants, donc vous comprenez que c'était assez rapproché. Et on allait chercher l'eau derrière le marais, dans la propriété du canard, qui appartenait à M. Dujardin, qui était des gens très, très aimables et qui nous donnaient, ils avaient un puits artésien, et on prenait cette eau chez eux avec des bidons de lait pour pouvoir la consommer, puisque l'eau du puits n'était pas consommable. Quand mon père chassait au Petit Marais, les années, je ne peux pas trop vous le dire, ça fait très très longtemps, et nous on habitait en bas des 4 pavillons, à Senon. Et nous étions une famille nombreuse, nous étions 10 enfants. Bon, il n'y avait qu'un véhicule à l'époque et quand on venait au Petit Marais pour travailler, des fois on ne pouvait pas tous rentrer dans le véhicule, on venait en vélo. On passait par la Gorpe et le chemin de la vie, on venait travailler et ça faisait partie du patrimoine de ce qu'on aimait. Mais c'est vrai qu'on a fait souvent en vélo. Hein. Ça fait 22 km, aller venir et repartir. Et passer par la Gorpe et remonter la côte. Et quand on parle de pêche, moi je me rappelle avoir vu chez moi, dans les Jalles, j'ai encore les outils, on allait pêcher au tramail. Et c'était en fait c'est un filet plombé avec des lièges en haut et avec un grand outil en bambou que les gens appelaient à l'époque ici une bûche. On allait planter le filet de l'autre côté dans la vase. Et puis on faisait 20 mètres, on mettait le deuxième filet, on plantait, et entre les deux, au bout du bambou, il y avait une espèce de bout de bois gros comme ça, fait un petit peu comme un chapeau Napoléon à l'envers, et on bûchait, c'est-à-dire on tapait dans l'eau, de sorte que les poissons s'en aillent, et évidemment ils allaient nécessairement se piéger dans les filets. À cette époque-là, il y avait du poisson, on pêchait. Moi je pêchais le lotoc, quand on prenait les prises d'eau avec M. Rulot,
On faisait un sarment avec de la laine, des vers enfilés, on pêchait au toc à la tombée de la nuit. Et puis pour le moulon, lui, c'était son plaisir de prendre son filet avec son collègue de chaque côté, rabattre pour attraper les brochets et qui revenait. Maintenant, on ne le voit plus. Moi, ici dans ces blancs, j'attrapais des thans, j'attrapais des brochets, j'ai attrapé un saumon que j'ai en photo. Mais le marais, il n'y avait pas que la chasse, il y avait l'ensemble de la pêche avec. Mais le plus que j'ai de souvenirs, c'est ces anciens qui venaient pêcher le toc avec les sarments à la tombée de la nuit quand ils prenaient les prises d'eau, les anguilles. Bon, le reste dans le sarment, ça allait, si elle retombait dans la jale, bon, c'était pas marrant parce qu'ils râlaient, mais j'ai des souvenirs de ces personnes parce que c'était leur deuxième maison. Ces personnes, c'était la deuxième maison. C'est leur temps. Ils débauchaient, leurs femmes les voyaient des moments. Moi j'en connais, ils ne les voyaient pas de la semaine. Ils débauchaient, ils travaillaient à l'Évorite, ils rentraient à 6 h, à la tonne, ils rentraient, ils faisaient la sieste, ils repartaient le soir travailler, le lendemain matin ils revenaient à la tonne. Et puis ils mouillaient, c'est leur deuxième maison. C'était drôle, il y a 40 ans de ça ou 50 ans, il y a les gens qui venaient couper de la bauge pour pailler les bêtes, tout le truc. Il y en a d'autres, ils venaient couper les joncs pour attacher la vigne, pour faire plein de trucs. Que maintenant, c'est fini. Plus personne ne fait ça. Alors la culture des gens, c'est une personne qui a de la propriété dans Sainte-Eulalie, M. Rodonnet. Et dans son époque, c'est plus comme maintenant. Maintenant, il y a les ficelles et les machines pour attacher les lattes des machines. Et il venait avec son vélo et ses remorques, depuis Sainte-Eulalie, avec son beau-frère. Et il venait sur le plateau, là où il y a la tonne pédagogique, sur le plateau, il venait couper les joncs. Et il les faisait sécher dans son garage, dans son grenier, je pense qu'il m'a dit. Et avec ça, quand ces joncs étaient bien secs, il attachait les lattes de vie. Alors quand on travaillait avant, chez nous, l'argent était très dur, il fallait vivre. Et alors pour sortir les matrassins quand on nettoyait, on avait des capots de DS et on tirait ça avec des cordes. On était jeunes, 18-20 ans après quand on tirait tout ça. Mais c'était pour chasser à la tonne, c'était notre but à nous. Dans le temps, comme je vous disais, ici, dans ce marais, on avait des couleuvres, on avait des cingles, on avait des vipères, on avait beaucoup de reptiles. Et on avait des cabanes, c'était des tonneaux, ce qu'on appelait des tonneaux. Ils étaient enterrés, ça faisait 1 mètre de diamètre. Et j'en ai connu qu'on rentrait dans la cabane et dans la nuit, on sentait quelque chose bouger. On avait la bougie, il n'y avait pas les lampes, il n'y avait pas tout ça comme on a maintenant, les panneaux solaires, on n'avait que des lampes, des bougies. On éclairait à la bougie et on se trouvait avec un serpent à côté de nous. Alors là, le copain, il sortait de la cabane, il allait voir à droite, à gauche notre copain pour passer la nuit, parce qu'il y avait le serpent dans la cabane. Mais c'est assez souvent qu'on avait ce système. Et quand il y avait beaucoup d'eau, avec un bateau, on faisait comme ça, avec le bateau, ça faisait des houles. Puis les sangsues arrivaient. On mettait ça dans une bouteille et on a amené ça à un gars de chemin de la ville, Chaloubi, il s'appelait. Et après, lui, il est porté dans les pharmacies et ça. Je marchais sur les Jalles, moi, avec mes frères et mes sœurs. Le marais gelé, vous savez. On se promenait sur les Jalles, il y avait 1,50 m d'eau. On se promenait sur les Jalles, on courait dessus. Voilà. Mais il y avait des chasseurs, il y avait le bac, on parlait du bac tout à l'heure, l'appareil, on vous a fait expliquer cette histoire de bac qu'on passait pour nettoyer les Jalles avec M. Beauvais. J'expliquais ça il y a 3 ans à M. Philippe Madrel, que vous avez connu comme moi. Il mangeait à côté de moi, à ma mairie, puisque je suis adjoint à ma mairie. Et M. Madrel était là avec son épouse. Je lui expliquais, je lui disais qui j'étais, le fils Charlemagne. Il expliquait à Mme le maire que c'est mon père qui lui a appris à passer le bac à Philippe Madrel dans les marais, sachant qu'il était professeur. C'était du bénévolat. On faisait ça plusieurs semaines par an, nettoyer les Jalles, avec d'autres personnes qui venaient, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est des trucs qu'on aimerait revoir un jour, quoi. Et expliquer à une jeune génération ce que c'était que ce système de bateau qui avait été fabriqué par un artisan de Saint-Vincent-de-Paul, qui avait fabriqué ça. C'était un truc artisanal, hein. Et on nettoyait les Jalles, tout, ça sortait, ça coulait dans la rivière, dans la Dordogne. Ce pauvre Raymond Beauvais s'est acharné pendant des années à vouloir essayer de faire fonctionner ce qu'il avait appelé un bac, qui était en fait une machine à tuer les gens, mais bon, c'est pas grave, c'était diabolique. Bon, moi je l'ai vu fonctionner, je suis parti.
parce que j'ai dit ça peut marcher, mais pas chez nous. Il faut quand même qu'il y ait du marnage, quoi, sinon ça ne va pas avancer. Ce bac est resté coincé des milliers de fois, évidemment décoincé à la force de l'homme et à grands coups de pelle et de gaille, quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'était une invention géniale qui n'a pas été exploitée dans de bonnes conditions. Chez lui, Raymond Mauvais, chez lui, dans un étang, il avait créé une linoche qu'on appelait nous. Une linoche, c'est une herbe, une algue. La linoche, c'est une algue qu'on trouvait dans les marais. Il avait reproduit dans un bassin chez lui. Et puis il la faisait progresser. Elle remplissait tout son bac. Un bac qui faisait un petit truc, 10 mètres carrés. Mais il s'occupait de cette linoche et ça donnait à manger à pas mal aux papillons, à tout, et aux poissons qui se nourrissaient. Il avait créé ça. Il avait cet esprit d'écologiste. Il était un grand écologiste, mon parrain. Et il n'était pas écouté, je pense, il y a 50 ans. C'était un rêveur, vraiment, un rêveur. Mais moi, je le croyais aussi, j'étais jeune, mais avec le recul, à l'âge que j'ai, je reconnais qu'il faisait du bien au marais. Il avait un esprit de ce marais, quoi. Et Raymond était très utile au marais. Et il était dans l'équipe des Amis des Marais qu'il avait créé avec son frère, quoi. Ça avait un but, quoi, ça. C'était pas un truc... ça existe encore, 73 ans après, je crois. Hein. J'ai participé à la construction de la stèle avec mon cousin, justement, Bernard, qui était maçon, à l'époque, mon père, mon défunt père. Et on a été une quinzaine de personnes à l'aider pour faire cette stèle. Et c'est Michel Coulot qui a fait le portrait du buste de Raymond Mauvais. Et je me rappelle de la réunion où nous avions pris la décision de l'orienter en direction du château Péchaud pour qu'il voie toujours ses marais. C'est pas pour rien s'il est dans ce sens. Ça a été décidé en réunion du temps que mon père était président. Le gars qui ne connaît pas, vous le promenez dans le marais, vous dites « regardez cette nichée de canards », c'est ça, ou des faisans, ou des trucs comme ça. C'était pour des gosses qui n'ont jamais vu ça, c'est vrai que c'est marrant de voir une petite canne comme ça avec une quinzaine de petits, tout ça, c'est bien. Pour moi, quand on aime la nature, c'est ça qu'il faut voir. Les personnes qui viennent ici, qui travaillent éventuellement sur cette parcelle, donc à côté des marais, souvent ont un coup de cœur pour ce lieu qu'on n'imagine pas. On est à quelques kilomètres de Bordeaux, on vient rarement jusqu'ici et on a vraiment un lieu magique et une faune et une flore assez magiques sur ces marais. Là, on peut observer, il y a un nid de cigogne pas loin, où on les voit tournoyer, il y a tout un tas d'oiseaux, il y a des tortues, il y a tout un tas d'espèces qu'on n'imagine pas voir de cette façon à 15 km ou 20 km de Bordeaux. C'est une chose que j'ai toujours aimée, voir l'environnement, voir ce qui est beau le petit marais. Plus les mois avancent, plus on voit la migration de tous ces oiseaux. Les pinsons, les chardonnerets, on voit les alouettes, on voit les grives, on voit... Et elle arrive à un moment donné, en novembre, on voit la grosse migration de grues qui passe. Quand les grues, elles arrivent, après, ça suit derrière. Les canards, ça commence, et ainsi de suite. Voilà. Les animaux, c'est essentiellement il y a deux origines, on va dire. Il y a les chevaux, il y a un très gros élevage qui s'appelle l'élevage de Soulac, qui vient positionner ses chevaux pour la saison, c'est l'essentiel, hein. Plus quelques propriétaires privés. Et pour ce qui concerne les vaches, malheureusement, c'est très très difficile. On avait jusqu'à présent 3 propriétaires qui venaient mettre des bêtes en pâture. En ce moment, nous n'en avons que 2. Et donc malheureusement, c'est lié avec la difficulté de la filière agricole et notamment de la filière d'élevage, hein. Et donc c'est très compliqué de mobiliser des vaches. Et pourtant, c'est essentiel pour l'équilibre du marais, puisque vaches et chevaux ne mangent pas la même herbe. Et puis donc le phénomène de piétinement, l'enrichissement avec la fumure qu'amènent les animaux, etc., c'est très important pour l'équilibre général du marais. Voilà.
Et je sais qu'il y a eu, donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des grands concours hippiques sur la presqu'île, et notamment à Péchaud, dans les prairies de Péchaud. Et ces concours hippiques avaient été imaginés pour financer certains travaux d'aménagement du marais. Parce que je crois que c'est un renouvellement sans fin. Et c'est vrai que le fait d'être sur des terres proches de l'eau apportait plusieurs avantages ou inconvénients. Donc un des gros avantages qui a permis de sauver le vignoble pendant quelques années, c'était lors de la crise du phylloxéra. Donc c'est un petit insecte venu d'Amérique qui a ravagé les vignobles en France à la fin du 19e. Et une des techniques qui avait été trouvée à l'époque, c'était de submerger les vignes. Et donc au Marais, on a décidé d'inverser le flux d'eau des canaux et des jalles pour faire rentrer l'eau sur ces champs et sur les terres à vignes. Je crois que c'est resté pendant presque 2 mois. Et ça a permis, au moins pour un temps, ça a permis de sauver les vignes de cette maladie. Et puis alors l'envahissement, ça a été le roncier, quoi. Les ronciers qui, évidemment, on a laissé pousser. Et jusque, j'allais dire, à Paul Moulon, tous les ans, il y avait quand même de consacrer une très forte somme pour que celui qu'on appelle Pascal Lorteau, qui s'appelle pas Pascal, aille travailler jusqu'à temps qu'il ait épuisé, je veux dire, l'argent qu'on avait en caisse. Et même comme il ne regardait pas trop son temps, c'est souvent qu'il fallait aller sortir dessus le tracteur à 9h du soir, quoi. Parce que tant qu'il envoyait, il en coupait, tant qu'il envoyait, il en coupait. Je pense que si on avait dû réellement, les Amis des Marais, à l'époque, payer tout ce qu'il a fait, on lui doit encore des sous. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de corbeaux, il n'y avait pas de cormorans, il n'y avait pas tout un tas d'animaux qui sont des animaux, j'allais dire, nuisibles pour les marais. Maintenant, il reste quoi? Rien, si ce n'est des grosses grenouilles, taureaux, et puis quelques écrevisses à la saison, qui arrivent des États-Unis, évidemment. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'était le marais, quoi. Et puis aussi, il y a les fameux ragondins. Et eux, ils vous défoncent une jalle en 15 jours. Ils vont creuser là où c'est humide. Ils vont remonter un petit peu, pas tout à fait à la surface, mais entre les deux. Là où la terre commence à être sèche. Et ils vont y faire un trou pour prévoir leur nidification. Et il faut savoir qu'un ragondin, ça se reproduit à peu près tous les 2 mois. Et qu'une maman fait à peu près 7 à 8 petits. Sur les 5 mois de production, de reproduction, pardon, ça fait un chiffre assez astronomique. C'est pour ça qu'il y a des ragondins partout, quoi. Et pour arriver à les détruire, c'est pratiquement impossible, quoi. Nous aussi, on combat les espèces invasives, comme le ragondin, on régule le ragondin. On a des espèces qui sont arrivées comme la grenouille au taureau, qui mangent les petits têtards, donc on a moins en moins de grenouilles. On a aussi la jussie, qui est une espèce florale qui prolifère, il faut l'arracher, très contraignant, parce que si on la coupe, ça va se bouturer, on aura 10 fois plus. Et aussi, on commence à voir d'autres espèces qu'on ne voyait pas avant invasives, que sont le raton laveur, et qui sont aussi la tortue de Floride. Voilà, on a encore du boulot et on a besoin de tout le monde pour préserver ce lieu magnifique. Quand je fais une nuit d'automne, je dis aux copains de venir pour passer un moment sympa avec eux, pour changer les idées à tout le monde. Ouais, c'est pour passer un bon moment. Il y en a qui ne sont pas habitués à venir ici, ils sont plus habitués d'aller dans les bois et tout ça, ça change de chasse, c'est pas la même chasse. On arrive dans nos appelants et après on est chez nous. on prend notre temps après. Question chasse, c'est impressionnant. C'est une vie, on prend une passion dans cette tonne qu'on ne peut pas s'empêcher d'y venir. Pour moi, la tonne, c'est ma deuxième maison. Quand j'arrive dans le marais, j'oublie tout. J'oublie tout ce qui est autour de moi. Je pense arriver à soigner mes canards, regarder s'il n'y a pas un canard de malade dans ma cage, et ainsi de suite. Et puis c'est accrochant, quoi. Le soir, on se met dans cette cabane et on entend les canards chanter, même qu'il n'y a pas un canard qui se vient dans la nuit se poser. On est toujours content d'entendre ces canards chanter et compagnie. Et puis quand il arrive le petit matin, c'est le lever du jour et c'est des choses qui est formidable, quoi, de connaître ce truc-là. J'étais routier, je partais toute la semaine. Et c'est pour ça que ça m'a coûté quand même des divorces. Et le week-end, je venais à la tonne.
Alors, la brune, elle disait, tu veux tes canards, mais tu vas te marier avec tes canards. Toi. On peut passer le permis à l'âge de 16 ans. On peut passer la compagnie avant pour être en famille, pour chasser en famille. Par exemple, si je suis avec grand-père, mon grand-père me passe le fusil, je marche avec lui, je vais chasser avec lui. Et si lui il a le fusil, après, on le suit. Ça devient de plus en plus dur. Pourquoi ça devient de plus en plus dur? Parce que ce qui se passe avec les lois qui arrivent, les appelants, tout s'enchaîne de plus en plus. Et la grippe aviaire, transport d'appelants, qu'on n'a pas le droit maintenant. Il faut attendre l'autorisation, est-ce qu'on peut amener les appelants, et après il faut les ramener, il faut qu'ils soient bagués, il y a beaucoup de choses. C'est ce que les gens ne savent pas aujourd'hui. Comme l'autre, d'une cabane à l'autre, on allait, on buvait le café, machin, c'était impeccable. Hein. La présence des chasseurs fait qu'effectivement on a un niveau de fauche sur le cœur de marée, la partie la plus riche et la plus basse, ils sont là, ils ont une action réelle sur l'entretien du marais. Autrefois, vraiment, l'entretien était dû à l'activité agricole, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient autour du marais, gens de chemin de la vie d'Ambarès, etc., avaient la possibilité d'amener des vaches et des chevaux, et tout le monde possédait des vaches et des chevaux, parce que non, il n'y avait pas de tracteur agricole, etc. Et donc les marais étaient vraiment, c'était un lieu de vie important. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui passaient, qui laissaient leurs bêtes, etc. Il y avait beaucoup d'échanges. Maintenant, il y a moins de bêtes, mais grâce aux chasseurs qu'on entretient autour des mares, qu'on coupe, tout ça, c'est que parce qu'ils font de l'entretien, mais pas beaucoup. Alors, du coup, c'est beaucoup les chasseurs qui font l'entretien et le broyage, tout ça. Parce que je pense que si on n'aurait pas tous ces chasseurs de tonnes, le marais ne serait pas comme il est là maintenant. Parce que nous, à notre époque, on a un peu de sous, qu'autrefois les vieux, ils n'avaient pas d'argent. Ils venaient, ils n'avaient pas de sous, oui, ils n'avaient pas de sous pour faire venir un tracteur, une mini-pelle, un rotofile, et ainsi de suite. Maintenant que nous, les jeunes, on a des salaires plus que les gens d'autrefois, parce qu'ils travaillaient que la terre, les anciens. Et maintenant, nous, on peut se permettre de faire, du moins, faire briller un petit peu ce petit marais qui est adorable, quoi. Voilà. Depuis la création de la commission syndicale, ça a toujours été la problématique, c'est-à-dire un petit budget. Voilà. Et donc le petit budget a conduit la commission à faire des petites actions, malgré tout nécessaires et suffisantes pour amener le marais dans son état. Je pense qu'on est assez proche du marais de 1872. Et on est aussi des jardiniers du marais, parce que le marais, on l'entretient à nos propres frais. On désherbe, on coupe, on broie, on fauche. Toute l'année. Toute l'année, mais toute l'année à la faux. Mais il faut se dire que dans le marais, comme on est Natura 2000, on peut amener que des engins thermiques que du 1er août, à partir du 1er août. Avant, on ne peut pas. Par rapport à tout ce qui est couvaison, etc. Mon père, il n'acceptait pas d'être commandé, c'est un caractère. Voilà, alors, comme il était patron dans son marais, et puis qu'il adorait la nature, c'était... sans être insolent, mais c'était un fanat de la chasse, quoi, de la tonne au canard. C'était sa vie. Alors il était dans ce milieu naturel qui était le marais. Puis voilà, quoi. Il avait des vaches laitières à lui, qui gérait une petite propriété à côté de 3 hectares. Il avait quelques vaches laitières, il faisait du lait, il faisait des artichauts aussi. Il avait un bateau, il pêchait. Puisque moi, à 14 ans, il m'avait embarqué sur sa yole, on pêchait sur la Dordogne, hein. Des aloses, des lamproies, qui vendaient un peu partout, jusqu'à la gendarmerie d'Ambès. Ils adoraient le poisson, ce qui est normal. Hein. Mais bon, c'était sa vie, quoi. C'était... Des moments, j'amène mon père, je l'amène boire. ça le sort. Et comme ça, il revoit ce qui est nouveau. Il surveillait le marais, il comptait les bêtes, tout ça. Il faisait le tour des fossés pour voir s'il n'y en avait pas dans les fossés, tout ça. S'il y a un cas qui a une naissance, pour avertir les propriétaires. Il cherchait un garde-marais, il s'était présenté parce qu'autrefois c'était mon grand-père, son père. C'était son père, après c'est passé à lui pour ici. Hein. Parce qu'au Petit Marais, il a été garde-marais au Petit Marais aussi, mais avant c'était Charlemagne. Alors Charlemagne,
Moi, d'après ce que j'en ai retenu de son explication, et de ma mère, c'est mon grand-père qui était né à Saint-Vincent-de-Paul et qui, en arrivant un jour à l'école à Saint-Vincent-de-Paul, est arrivé en retard. Et c'était une leçon sur Charlemagne. Et puis, arrivé à la récréation, ses collègues, ses camarades de classe se sont moqués de lui. Voilà, Charlemagne, comme... Et ça lui est resté. Quand il est devenu adulte, c'était Charlemagne. Et quand mon père est né, avec ses 7 frères et sœurs, ce qui était une famille nombreuse aussi, mon père, c'était les fils Charlemagne. Et quand je suis né, moi, j'étais un fils Charlemagne. Si je vais encore aujourd'hui, j'ai 66 ans, si je vais en Barès, il y a des anciens de la ville en Barès qui me disent « Mais toi, tu es un fils Charlemagne ». Alors, il faut savoir que bon, l'eau, elle a toujours été gérée par des empellages. Ces empellages qui avaient les clés, c'était les gardes-marées. Les gardes-marées, il y en a eu pratiquement tout le temps depuis que la donation a été faite. Ces gardes-marées ont toujours été à la solde, rétribués, payés par, j'allais dire, les 7 communes héritières des marais. Donc c'était des employés avec des soldes ridicules. Et évidemment, par contre, aux ordres de qui? Aux ordres du président du syndicat des marais. Ces présidents des syndicats des marais ont été tantôt chasseurs, défenseurs de la nature, proches de la nature, tantôt aussi des sécheurs. Donc quand on disait aux gardes-marées, aujourd'hui vous prendrez l'eau, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne regardait pas forcément la marée. Voilà. C'est-à-dire le garde-marée étant très souvent sur les marais, m'amène des informations, on échange tous les deux et on prend une décision commune. Le garde-marée a pris ses fonctions au mois de janvier 2020. Et donc il a à peine vu toutes les saisons. Et donc il a fallu que je l'accompagne, puisque moi j'ai dû prendre la suite du précédent garde-marée, Thierry Dusanti, qui était décédé brutalement. Et donc moi j'ai dû faire face. Et malheureusement je n'ai pas pu recruter le garde-marée pendant 3 ans. Donc il a fallu que je prenne les choses en main personnellement. Voilà. C'est beau qu'il y ait un syndicat ici, mais les syndicats, ils font leur maximum, mais ils ne font pas tout, ils ne font pas comme à l'ancien temps. Il faudra dire aux gardes-marées, à ceux qui gèrent l'eau, que quand on rentre l'eau, on fait rentrer l'eau. Il faut savoir fermer. Quand une marée descend, il ne faut pas laisser les pelles ouvertes. Donc ce sont des terres où effectivement, quand on a beaucoup d'humidité, où il est difficile de rentrer en tracteur. Et c'est des terres du coup, qui peuvent être très sèches également pendant la période d'été. Si vous voulez que l'eau rentre dans le marais, en temps de vie, elle ne rentre pas. Elle rentre quand la marée, le coefficient est fort. Donc le marais s'est petit à petit remblayé, parce qu'on a repris l'eau. Et chaque fois qu'on prenait l'eau, c'était des petites marées. Les prises d'eau et les vidanges sont décidées en commun avec le garde-marée, en fonction des hauteurs d'eau, en fonction de la pluviométrie, en fonction de notre environnement, puisque donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous sommes tributaires, notamment pour le petit marais, d'une JAL qui est privée. Et donc ça se fait en accord avec les propriétaires, notamment les agriculteurs, des sécheurs qui sont à l'extérieur et en limite du marais. Voilà. Et le souci, c'est que chaque fois qu'on fait des prises d'eau, on fait des prises d'eau de rivière, donc elles sont chargées en particules, en suspension, et ça se dépose très régulièrement, chaque prise d'eau, dans tout le réseau hydraulique des marais. Ce réseau-là, pour le faire vivre, pour le rendre viable, on est obligé très régulièrement de le nettoyer. C'est-à-dire d'enlever 10-20 cm de vase accumulés au fil des ans au fond des JAL. Et ça, c'est important pour nous parce que financièrement, c'est très coûteux. Et donc voilà, c'est un problème budgétaire, un souci pour la commission syndicale. Pour vous donner un ordre d'idée, le petit marais approximativement à 7 km de JAL et le grand marais 13 km. Donc, et les finances de la commission permettent de nettoyer environ 1 km par an. Donc le temps de retour est vraiment très long et c'est une difficulté pour nous. Voilà. Alors, comment ça va se passer dans les années qui vont suivre, je ne sais pas, mais il y aura certainement une solution à trouver là, parce que c'est le fait de ne pas nettoyer suffisamment les JAL a un impact direct sur la vie du marais,
puisqu'on a moins d'humidité dans les marais, notamment en période estivale. C'est là où le marais est le plus riche et le plus abondant. Les végétaux poussent, les animaux sont présents, etc. Donc c'est là où la ressource en eau est vraiment nécessaire. Bon, l'hiver, après, on a le problème de la vidange, mais ça, je dirais, on peut le maîtriser un petit peu plus facilement. Ça nous oblige à être là plus pressant, un peu plus souvent, quoi. Voilà. L'une des calamités qui nous touche le plus, ce sont les décharges sauvages. Cette année, on mène une action avec une classe de 6e du collège d'Ambarès et l'association Surfrider. Nous venons le 24 juin faire un nettoyage justement le long du trottoir du Petit Marais et sur le parking des chasseurs, car il est souvent l'objet de dépôts sauvages, que ce soit des encombrants, que ce soit des véhicules qui sont mis là et brûlés, que ce soit des déchets de tout ordre. C'est vrai qu'il faudrait gérer mieux ce marais, pas le laisser comme il est, et que la CUB nous aide financièrement pour nettoyer tout ça, et que les gens viennent nous respecter quand même pour ne pas nous vider les poubelles, parce que c'est celui que vous avez devant vous là qui nettoie à chaque fois, il prend sa remorque et il débarrasse et il prend toute la merde et il l'amène à la déchetterie pour la merde que les gens ils jettent. Oui, ça, comme vous avez bien vu, il y a de tout là. Et là. Hier je suis venu, il n'y avait rien, il n'y avait pas les palettes, là elles y sont. C'est ça, alors il y a quelqu'un qui va falloir qu'il les ramasse, qui sait, c'est encore... voilà, c'est des chasseurs qui vont le ramasser. C'est pas normal ça, et c'est pas des chasseurs qui l'amènent ça. C'est des gens des auto-entrepreneurs, il paraît. On trouve des, comme ça s'appelle, des parpaings, on trouve des débris, on trouve... Quand il y a des vides-greniers, on trouve un peu de tout. Voilà. C'est ça plutôt qu'il faut se battre. C'est pas, il faut essayer de trouver quelque chose pour que les gens se responsabilisent, arrivent à se responsabiliser. Ça sera très très difficile ça. Le côté affectif est venu grâce à tout le côté festif et découverte des marais organisés par toutes les personnes qui s'investissent, et notamment les Amis des Marais, qui font connaître ce lieu et aussi des déjeuners. Enfin, il y a une notion de partage, de fête, de lien entre les différentes contraintes des uns et des autres qui n'est pas, voilà, sans me rappeler une bouteille de vin. Voilà. Oui, en tant qu'association, on se retrouve, on est une sorte d'interface du coup entre le grand public et la commission syndicale, les usagers des marais, les chasseurs, les éleveurs, les pêcheurs, quand il y en a. Et du coup là, on a à trouver un nouvel équilibre en fonction de tout ce qui évolue dans notre société, les besoins et les intérêts du grand public vers les espaces naturels comme celui-ci, et ce qui s'y fait. Donc la première manifestation que l'on organise en direction des publics ou du public, c'est une promenade découverte dans le Marais. Cette promenade réunit en moyenne 50 à 80 personnes. Donc c'est l'occasion de découvrir ce marais, de le parcourir, de déambuler, accompagné par les membres de l'association qui, le long de ce parcours, expliquent les végétaux, le lieu, comment il est organisé. Et cette promenade alterne d'une année sur l'autre, soit on emmène le groupe dans le Petit Marais et l'année suivante on l'emmène dans le Grand Marais. Nous sommes aussi sollicités par d'autres associations, par exemple le club de marcheurs de Gradignan qui nous ont sollicité pour organiser cette année une grande balade. Nous avons mené donc une balade sur départ du Petit Marais pour aller jusqu'au Grand Marais en faisant une boucle passant par le Marais de Péchaud et le Château Péchaud qui a regroupé une quarantaine de marcheurs animés par nos bénévoles sur 10 km, une marche qui a duré environ 3 heures. Nous pouvons être aussi sollicités ponctuellement sur des petites animations, comme cette année par exemple, nous avons eu une demande d'un club de photographes qui voulait venir sur le Marais pour prendre des clichés de ces lieux. Au mois de juin a lieu la fête des marais. Donc là c'est une fête qui est plutôt en direction du jeune public. À cette occasion-là, les enfants sont amenés à pêcher l'écrevisse de Louisiane, qui est une espèce invasive.
et c'est un moment vraiment de fête. Ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à enlever ces écrevisses de l'eau. Une fois que ces écrevisses sont pêchées, elles sont cuisinées sur place par l'association des sauvaginiers qui s'assure de nous les cuisiner et on les déguste également. Voilà. Lors de cette fête, on propose la visite de la tonne pédagogique sur le Petit Marais. Donc, cette visite est assurée par l'association des sauvaginiers. Et d'autres associations sont présentes ce jour-là pour partager ce moment tous ensemble. La tonne pédagogique est une tonne qui a pour but d'initier tout chasseur, novice ou non chasseur, ou toute personne qui veut découvrir la nature ou découvrir cette passion tout au long de l'année. Sachant que pour qu'elle soit chassée, c'est juste pendant la période de chasse. Mais autrement, à tout moment, on peut accueillir des groupes scolaires, ce que l'on fait en ce moment, des groupes scolaires, des groupes de personnes qui font des randonnées, qui veulent découvrir le marais, et on leur explique, en inertie, on rentre dans la tonne, et puis on explique la vie d'un chasseur au long de la nuit, bien sûr. Après, tout public peut demander à l'association d'avoir les clés. Et puis, on ouvre la tonne, il n'y a pas de problème, ils peuvent passer la nuit et au matin, on rentre à la clé. Et puis, ce sera un plaisir d'accueillir toute personne, pas que chasseur, tout public, ouvert à tout public. Cette tonne a été construite par le premier bureau qui était présidé par M. Joël Régnier et a été subventionné par la Fédération des chasseurs, par le syndicat des marais et aussi par la commune d'Ambarès et aidé aussi par la commune de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, toutes ces personnes ont financé la tonne pédagogique et le bureau et les adhérents ont mis en place cette tonne eux-mêmes, l'ont enterrée, l'ont dirigée et puis elle est déclarée la Fédération des chasseurs. Et pour nous, c'est très important d'avoir cette tonne pédagogique qui fait respirer l'association et qui fait découvrir l'association par tout temps. Pour être né au chemin de la vie et avoir toujours connu le marais, la partie faune, flore, la partie l'espace naturel est bien sûr primordiale. Mais moi, ce qui m'importe aussi, et ce que je trouve presque aussi important sur le marais, c'est le côté historique. Et j'invite toutes les personnes qui en ont la possibilité, à travers les bibliothèques des 7 communes par exemple, à aller consulter les fiches patrimoine sur le marais, sur la ville du marais. Et la partie historique est vraiment très intéressante. Voilà, on remonte très vite à Louis XIV et au Sieur de la Battue et on comprend justement la répartition et pourquoi aujourd'hui il reste simplement 300 hectares de marais publics, là où il y en avait beaucoup plus. Voilà. Ces marais devront être conservés par les générations futures, que ce soit les mairies, même si ça leur coûte des sous, c'est pas un souci. On a des sous pour faire des tas de stades, de machins, etc., de loisirs, entre guillemets. Il faut savoir qu'à l'époque, les marais avaient été donnés pour la pêche, la chasse, et surtout aussi pour tous les gens qui vivaient sur les communes, pour venir profiter de ce qui était utilisable sur les marais. Et ce qui serait bien, c'est que plusieurs parties, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs, et puis le syndicat, et les 7 communes travaillent main dans la main parce qu'on se sent un peu, chacun travaille un peu de son côté. Il faudrait que tout le monde, les Amis du Marais, je voulais les Amis du Marais aussi pour les rajouter à cet édifice, que tout le monde travaille main dans la main pour faire avancer ce projet du Marais qui est... Comme je l'ai dit avant, c'est un écrin naturel de biodiversité extraordinaire. Le marais ne nous appartient pas, mais nous appartenons au marais. Donc c'est très important d'appartenir au marais. Et il ne nous appartient pas, mais travaillons ensemble. Le passé du marais est très riche, et une grande mémoire dans ce marais. Il faudrait faire découvrir par rapport aux jeunes, savoir que l'on a un poumon extraordinaire. Et je pense que dans les écoles, on devrait quand même, dans les 7 communes, ou encore plus largement, puisqu'il faudrait peut-être mettre une journée qu'on parle du marais, qu'on parle des bonnes choses qu'on a autour, et pourquoi pas une virée dans ce marais-là. Pour moi, il y a une forme de communauté autour de ces marais, d'échange entre les besoins des uns et des autres, de découverte, de respect, de curiosité. Et ceux
qui les connaissent très bien ont vraiment envie de partager leurs connaissances aux autres. Donc c'est ça que j'apprécie en fait, c'est qu'ils ont vraiment envie de le faire connaître et du coup voilà, c'est assez beau. Ce que je pense aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, que les gens comprennent, le Petit Marais, il faut le conserver. C'est un coin magnifique pour que les gens ils peuvent venir voir et voir la faune, la fleur, et voir tout ça. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on envoie le message, le problème qui va se passer d'ici 10 ans ou 15 ans ne verra plus ça. Ça va s'effacer. Parce que les gens ne s'investissent pas assez pour montrer ce qu'il y a à l'environnement, ce qui est dommage. Voilà, Bordeaux Métropole qui a de l'argent, voilà. Au lieu de faire des pommes baba, des pommes de ceci, des pommes de cela, envoyer pour la nature. Parce qu'à Bordeaux, qu'est-ce qu'il y a maintenant? À part chasser ici, là, vous ne pouvez rien chasser. Allez me trouver un endroit aussi grand que ça, un espace aussi grand que ça, là. Dans la Cube, il n'y en a pas. Il n'y a pas des hectares et des hectares de campagne. Il n'y a qu'ici maintenant. Et plus ça va se réduire. Cela veut dire que ce petit coin-là, ben, il faut le préserver. Pour nous, peut-être pas la chasse, parce qu'à la longue, ça va peut-être finir, j'espère pas. Mais pour les gens qui vont construire, pour les jeunes, pour habiter, pour se promener, pour ceci, cela. Et je pense que ça serait bien, voilà, qu'on nous aide financièrement. Voilà. Comment est-ce que ces marais doivent évoluer? Il y a une question d'ouverture au public ou pas, d'aménagement. Les lieux ne sont pas aménagés actuellement pour une fréquentation intense. Ce sont des lieux assez fragiles. Donc là, il y a une réflexion que l'on souhaite mener avec, bien sûr, la commission syndicale et les représentants des municipalités qui sont propriétaires des lieux. Les dernières visites que l'on a eues, les dernières demandes de visite, les randonneurs gradignanais, les photographes saint-médardais prouvent que on doit considérer ce lieu d'une autre manière que ce qu'il était auparavant. Ce n'est plus un lieu confidentiel ou un lieu extrêmement local, c'est un lieu public qui est en train de devenir public. Les anciens, ils s'étaient organisés pour ne pas être en situation insupportable dans ces cas-là. À l'heure actuelle, c'est plus risqué parce qu'on n'a plus les mêmes comment dire, répartitions humaines que par le passé. À l'extrême, en d'autres termes, qu'il y ait des inondations, c'était pas dramatique parce qu'on n'avait pas construit là où on risquait d'avoir une inondation, parce qu'on avait fait suffisamment de fossés pour évacuer quand il y avait trop d'eau. Si il y avait des marées hautes qui faisaient trop d'appétit, elles empruntaient ces fossés pour les ramener là où il ne fallait pas, mais à la descente de la marée, ça repartait, quoi. Il y a derrière nous, enfin, dans nos ancêtres, il y avait une grande sagesse qui s'est construite autour de ce phénomène qui eût pu rendre si on n'avait pas été suffisamment malin pour ne pas, qui aurait pu rendre le pays invivable. Toute la presqu'île a vécu, et vit encore, mais a vécu en d'autres temps avec cette présence de l'eau et avec son utilisation intelligente et fonctionnelle. Et la chasse, bon, c'est toujours un plaisir, on est à côté de la maison. Puis j'ai donné ça à mon rôle. Voilà, mon père m'a donné ça et puis moi j'ai donné à mon fils. Mais bon, ma femme connaît bien les marais, je lui ai expliqué. Mes enfants sont venus, quand on fait les activités de pêche à l'écrevisse, j'ai mon fils qui était venu, j'ai ma fille avec mes petits-enfants qui sont venus, je les fais pêcher à l'écrevisse, voilà, et puis ils apprennent un minimum de ce qu'a fait papy quand il avait leur âge. Ça rend fiers les anciens, ils savent que c'est passé de génération en génération, ça leur fait plaisir. Ils sont contents d'être avec leurs petits-fils, leurs fils.
C'est-à-dire, je suis venu à parler sur les marais, mais en fait, à ce moment-là, j'étais en train d'apporter un élément d'échange humain entre le savoir et le besoin de transmettre.